Tout à l'heure, on a parlé des passphrases. Je sais pas si tu veux peut-être rebondir un peu là-dessus. Peut-être que les gens, ils savent pas trop ce que c'est. Ouais, bah alors déjà pour reprendre l'exemple sur Ledger, on a la seed phrase, qu'il faut voir ça vraiment que ces 24 mots qu'on nous donne quand on initialise un wallet pour la première fois, ou les 12 mots sur MetaMask par exemple, c'est la seed phrase, donc ça va être une phrase, il faut voir ça comme une clé maîtresse dont on va dériver par des moyens cryptographiques toutes les clés privées et toutes les adresses publiques. Donc c'est vraiment, c'est pas une clé privée, c'est l'adresse maîtresse dont vont dériver tous vos comptes de toutes vos crypto-monnaies. C'est pour ça que c'est important de la protéger, et c'est vraiment le plus important en crypto-monnaie, parce que si vous perdez, si on vous vole ces 24 mots, on a accès à toutes les blockchains, toutes les crypto-monnaies, tout ce que vous possédez, parce que chaque clé privée de chaque blockchain, de chaque crypto-monnaie, est dérivé de ces 24 mots. Donc, ce qui est la transposition d'une chiffre cryptographique super longue en mots pour que ce soit plus facile, mais c'est vraiment ce qui va générer tous vos portefeuilles, tous vos wallets, tout ce que vous possédez, ça vient de là. Donc, ce qu'on peut faire pour protéger encore plus nos comptes, c'est rajouter une passphrase qui s'appelle rajouter par exemple sur Ledger un 25e mot. Donc on a les 24 mots de base qu'on nous donne. Il y a la possibilité, dans les options, dans les paramètres avancés de toutes les Ledger, mais aussi d'autres portefeuilles, d'ajouter un 25e mot que l'on choisit nous, donc qui ne nous est pas donné par défaut. Et donc on va avoir maintenant nos 24 mots plus 1, le 25e mot, et on peut mettre ce qu'on veut. Il y a autant de peut-être pas autant de caractères, mais on peut avoir jusqu'à 60 caractères avec des majuscules, des minuscules, ajouter ce qu'on veut. Et on va pouvoir créer autant de comptes qu'on veut, par exemple, avec un nouveau PIN. Là, je parle de Ledger parce que c'est ce que je connais. On va pouvoir rajouter un 25e mot. On va nous demander de rentrer un autre PIN. C'est pour ça que je te parlais des sessions tout à l'heure, des nouveaux comptes. Et on va pouvoir rentrer un nouveau PIN. Et si on rentre ce PIN, on va avoir accès à une session. Si on entre un autre PIN, on va avoir accès à une autre session. Et on peut créer comme ça autant de sessions qu'on veut, dont les clés privées sont protégées par des passphrases différentes. Et donc, il y a beaucoup plus de sécurité que si on avait tout sur un même compte. C'est une option qui existe, c'est dans les paramètres avancés, mais c'est une possibilité pour créer avec la même ledger plusieurs sessions entre guillemets qui sont protégées par PIN, et on va pouvoir rentrer comme ça un PIN différent et avoir accès à des portefeuilles, des clés privées différentes à chaque fois, parce qu'on a rajouté un mot en plus. Après, il faut savoir bien le noter aussi. Il y a la partie sécurité, mais c'est une option que je pense qui n'est pas non plus hyper connue et qui permet de créer avec la même ledger plusieurs comptes, notamment dans l'optique de ce qu'on vient d'évoquer auparavant, quoi. Et là, je vois qu'il y avait pas mal de questions. Donc déjà, Broclip qui dit, pour vous, quel est le meilleur moyen de sécuriser ses profits sur Ledger, mettre 50% en USDC, 50% en USDT, sur quelle blockchain? Plusieurs différents, merci pour vos réponses. Pareil, il n'y a pas de solution exacte à 100%. Pourquoi? Parce que déjà, tous les stablecoins que tu dis, on sait que c'est des stablecoins qui sont centralisés. Même si demain, on te dit d'aller sur le DAI reste centralisé d'une certaine manière parce qu'il y a 40% aujourd'hui de la collatéralisation qui est utilisée pour le DAI, qui est représentée sous forme d'USDT et d'USDC. Donc, si demain, on sait que ces coins-là peuvent être invalidés ou des adresses peuvent être gelées, si demain les adresses liées au DAI pour sa collatéralisation est gelée par Bitfinex ou par Circle, qui sont les deux qui mettent en circulation notamment l'USDC et l'USDT, ça peut poser un problème sur la parité entre le DAI et puis le dollar. Donc, pour moi, avoir que 2 stablecoins, ça me paraît compliqué. Moi, j'en prendrais un troisième. J'ajouterais quand même le DAI à l'intérieur. Mais voilà, il y aura toujours des risques là-dessus. Au niveau de la blockchain, je l'ai évoqué aussi un peu tout à l'heure, j'éviterais d'utiliser des actifs synthétiques sur d'autres blockchains. Par exemple, je t'avais parlé du cas de Phantom au début. Si tu utilises un bridge et que tu as des USDC sur Phantom, ce n'est pas des vrais USDC, c'est des actifs synthétiques sur Phantom. Donc, si demain, le bridge se fait hacker, s'il y a un problème, ton USDC sera backé par pas grand-chose. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que les stablecoins, je les mettrais sur la blockchain native, quitte à payer plus de frais, parce que du coup, c'est sur Ethereum, mais je les laisserais sur une blockchain native et sur un wallet tout neuf, pas compromis, sur lesquels tu ne valides aucun contrat, tu fais juste de la réception ou de l'envoi de tokens et c'est tout, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo. Ouais, tout à fait. Ces fonds-là, de stablecoin, de prise de profit ou des choses comme ça, c'est wallet long terme. Et comme tu l'as dit, on collecte à rien du tout. C'est juste envoi-réception
pour minimiser au moins le risque technique de notre côté, quoi. Après, ce qui peut se passer au niveau des entreprises, on ne sait pas, mais au moins, ça serait dommage de perdre les fonds comme ça. Il y a Wotam qui dit, ou alors des stablecoins basés sur les métaux précieux. Oui, ça se développe de plus en plus avec les RWA. Après, problème là-dessus aussi, c'est que c'est des stablecoins qui sont quand même très récents et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de recul par rapport à ça. Il y a très peu de liquidité. Il n'y a pas autant de liquidité, en tout cas, que ce qu'on pourrait espérer avoir sur du DAI ou sur de l'USDT ou de l'USDC. Mais ça peut être une alternative aussi si jamais vous souhaitez vous protéger de cette manière-là, quoi. Mais il y a pas, pour les stablecoins, c'est très compliqué. Moi, il y a vraiment une chose que je vous invite sur lequel je vous invite vraiment à rester très vigilant, c'est sur tous les stablecoins algorithmiques, tous ceux qui fonctionnaient un peu du même titre que l'UST avec l'écosystème Terra Luna. Il y en a eu beaucoup qui ont essayé de faire des nouveaux stablecoins. Aujourd'hui, on sait que les stablecoins qui fonctionnent les mieux, en tout cas sur lesquels il y a eu le moins de problèmes, c'est ceux qui fonctionnent avec une surcollatéralisation, type fonctionnement comme pour le DAI, ou qui sont parité 1 pour 1 avec le dollar. Voilà. Avec des entités comme Circle, comme Bitfinex, même si je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus la panacée, quoi. Est-ce que. Alors oui, si tu as d'autres questions, Théo, n'hésite pas. Vaut-il mieux rester en BTC ETH pour la crypto, à garder le brebreu en. Le bullrun, je pense. Ah, je pensais que c'était la machine à billets. Moi. Non. Parce qu'on parle de bullrun à bullrun, t'as raison. Et passer en stable pour sortir en euros. Bah tiens, tu veux répondre? Oui, bah après ça dépend les objectifs. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui reprend du Bitcoin pour sortir ses profits. Après, on a déjà évoqué dans d'autres lives, mais ça va dépendre de la stratégie de chacun. Si on atteint des objectifs importants, qu'on a une somme d'argent qui est vraiment conséquente, est-ce que on n'en sortirait pas une petite partie quand même, peut-être en stablecoin, voire en fiat, pour les diriger vers ces objectifs? Encore une fois, il faut y penser avant, les chiffrer, savoir le montant dont on a besoin pour répondre à ces objectifs. Mais ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Si on veut réinvestir dans la crypto-monnaie, pourquoi pas le garder en BTC et Ethereum, effectivement, même si on sait que ça va perdre de la valeur pendant le bear market. Après, si on a d'autres objectifs à côté, qu'on a besoin de partir, je sais pas, si on a envie de partir en vacances, si on a envie de investir dans d'autres classes d'actifs, si on obtient, pourquoi pas, notre liberté financière sur ce bull run en termes de fiat, est-ce qu'il faudrait peut-être pas sortir au moins une partie, voire peut-être même une grosse partie en fiat ou en stablecoin? Ça dépend, parce qu'en fiat, on va payer la flat tax. Mais dans tous les cas, réfléchir aussi par rapport à nos objectifs de vie, ce qu'on a envie de faire avec cet argent, pour savoir si on le laisse dans le Bitcoin et dans l'Ethereum, sachant qu'on va peut-être se prendre un moins 60, un moins 50 sur ces fonds-là. On va pouvoir les redéployer en bear market sans souci majeur. Mais dans tous les cas, voilà, pensez à ce que vous voulez faire avec cette somme. Et si jamais la somme est assez conséquente, est-ce qu'on prend le risque de s'exposer encore à de la volatilité si on garde ses actifs sur le bear market? Parce que même si on re-rentre sur du Bitcoin et de l'Ethereum, il va y avoir de la volatilité. Le pourcentage, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, il va y en avoir. Donc, est-ce qu'on est prêt à remettre en jeu cette somme qu'on a peut-être pu sortir? Bon, ça, chacun, je n'ai pas la réponse. Moi, je sais que j'ai mes objectifs. Après, chacun verra combien il peut sortir, combien on arrive à valider de plus-value et est-ce que ça peut changer ou non dans nos vies, quoi. C'est clair. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions là sur les formations. Alors, je pense qu'il y en a certains qui se réveillent. Il y a une communication qu'on a faite quand même il y a plus de 2 ans. Alors, je ne sais pas d'où vous n'avez pas eu ces informations, mais je vais être clair sur ces informations-là. Auparavant, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, on avait plusieurs formations. On avait Crypto Rentier, on avait Crypto Start, on avait Smart Investor pour la partie analyse fondamentale, etc., etc. C'était assez compliqué à gérer de notre côté, ce qui fait qu'on a tout synthétisé, on a tout refait, on a tout remodelé dans un seul et unique programme de formation, qui est aujourd'hui le seul qu'on propose, qui s'appelle Crypto Investisseur. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Donc, il y en a certains qui disent « Oui, je ne comprends pas, vous parlez de tel projet qui n'est plus forcément d'actualité et tout. » Sachez qu'on a envoyé une communication il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, je ne sais pas
comment vous n'avez pas eu cette information, ou alors peut-être que vous êtes revenu avec le bull run et que là, vous retournez sur les anciens espaces membres qu'on a toujours laissés disponibles. Mais sachez que ces formations-là, aujourd'hui, ne sont plus d'actualité depuis plus de 2 ans quand même. Hein. Donc, si aujourd'hui, vous voulez passer sur Crypto Investisseur, on vous avait envoyé à l'époque un lien. Donc, si vous étiez sur les anciennes formations, envoyez-nous un email. On vous expliquera la procédure pour passer sur le nouveau volet, hein, sur Crypto Investisseur. La dernière mise à jour date d'il y a 15 jours. Donc, on vient de me dire après, oui, c'est pas à jour, je sais pas trop quoi. C'est pas vrai, hein, d'accord, hein. Les mises à jour, on les a fait très régulièrement. On en a fait une sur le mois de janvier, on en a fait une sur le mois de février. On est en train d'en faire une très, très grosse sur le mois de mars. Donc, peut-être que vous étiez sur la partie, je sais pas, peut-être CryptoStart ou Smart Investor ou etc. Donc, il y a une grosse mise à jour qui va arriver. Mais si vous étiez sur les anciens forfaits, par exemple, je sais pas, CryptoStart ou Crypto Rentier, oui, c'est normal. Voilà, on a aujourd'hui basculé sur le seul et unique programme qu'on a, qui s'appelle Crypto Investisseur. Et encore une fois, je le répète, on va avoir une toute nouvelle grosse mise à jour qui va arriver très prochainement. Est-ce que tu as d'autres questions? Ah là, il y a un truc super qu'on n'a pas évoqué et que ça sera, je pense, intéressant d'évoquer. En cas de décès, comment transmettre l'accès à mon compte crypto, obligé de passer par un notaire? Alors justement, ça c'est un autre volet que je voulais évoquer, l'aspect léguer ces crypto-monnaies. Comment vous pouvez faire aujourd'hui pour léguer vos cryptos? Parce que on n'est pas infaillible. Voilà, aujourd'hui, vous êtes peut-être, comme beaucoup de personnes, les seuls dans de vos proches à s'intéresser à la crypto pour avoir ces vraies connaissances en fait dans l'écosystème crypto. Si demain il vous arrive quelque chose, je sais pas, vous prenez un accident, vous devenez neuneux ou vous perdez l'accès à vos clés privées ou peu importe, comment vous faites aujourd'hui pour léguer votre argent tout en vous permettant aussi de vous sécuriser? On a travaillé avec des notaires, on a travaillé avec des avocats et on a travaillé avec des vrais professionnels vraiment sur ce sujet-là pour faire quelque chose de légal pour que vous puissiez vous protéger, pour éviter de donner toutes vos informations comme ça n'importe comment, mais également aussi pouvoir trouver un moyen de léguer votre argent en toute légalité pour éviter que si demain il vous arrive quelque chose, que vos proches aussi puissent le récupérer. Donc ça, c'est dans le programme Crypto Investisseur. On ne pourra pas l'expliquer en live ici parce que ça serait beaucoup trop long et on préfère mieux le garder pour nos clients. Mais en effet, ça reste une question pour moi primordiale à se poser. Et il y a même des projets, je crois, comme Terre Noire, qui avaient essayé de travailler dessus pour encapsuler de manière temporelle les seed phrases. Donc, il y a des projets comme ça qui essayent de se lancer, mais il y a des problèmes aussi, hein, avec, par exemple, Terre Noire. Je n'ai pas forcément envie d'en parler ouvertement comme ça sur YouTube parce que je ne sais pas comment l'algo va me censurer ou non. Mais oui, c'est une question vraiment sur laquelle vous devez vous plancher et vous poser. Et c'est pour ça que l'aspect sécurité, c'est pas que la seed phrase, c'est pas que l'aspect sécurité, c'est pas que la ledger et c'est tout ce qu'on vient de vous évoquer. C'est aussi le après. Comment léguer vos cryptos, comment vous protéger de cette manière-là. Voilà. Donc, je sais pas, après, si toi, tu voulais rebondir là-dessus, Théo, et puis après, on montrera peut-être quelques sites aussi. Ouais, ben après, on revient toujours sur l'aspect diversification. Sans rentrer dans le détail, chacun peut commencer à penser à une stratégie aussi. Mais c'est vrai que on connaît, on les a évoqués, les infos essentielles, la seed phrase. Et après, il y a peut-être diversifier à qui on donne quel type d'infos en fonction de son profil. Est-ce qu'il s'y connaît en crypto? Est-ce qu'il s'y connaît pas en crypto? Est-ce qu'on peut penser, voilà, chacun peut mettre en place aussi un système en pensant diversification. J'ai des infos qui sont primordiales, comment je peux les répartir du mieux possible en fonction de certains profils. Mais c'est vrai que c'est un sujet à part entière. C'est s'intéresser à mettre une vraie stratégie en place pour si jamais il m'arrive quelque chose. Et pour l'avoir fait, c'est quand même assez casse-tête. C'est quand même assez casse-tête parce que il y a des considérations de mais si jamais il se passe ça et si jamais. Donc, dans tous les cas, c'est encore une fois, je pense que la solution, c'est diversifier. Il y a des infos qui sont très importantes. À qui on les donne, comment, où c'est qu'on les cache, quel support, chez quel type d'organisme, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est des organismes de garde type coffre à la banque ou type, je sais pas, mais bon, encore une fois, la solution est sûrement de diversifier cette partie-là, mais bon, on peut continuer si tu veux sur la... Ouais, je sais pas si tu peux présenter, par exemple, tu sais, les gens pour éviter qu'ils se fassent arnaquer, il y a des outils de scan, par exemple, tu sais, Scam Sniffer, etc. Peut-être que tu peux montrer rapidement comment ça marche. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, un peu comme nous, hein, vous n'êtes pas programmeur, vous savez pas comment lire un smart contract sur Solidity, et vous avez des outils aujourd'hui qui sont pas fiables à 100% non plus. Ils vont pas vous permettre de trouver tous les scams. Mais en tout cas, ça peut vous mettre
un œil vigilant sur certains aspects liés à la protection de vos actifs numériques et peut-être identifier certains schémas qui sont utilisés par des arnaques en vous disant attention, là par exemple, vous pouvez acheter ce token, mais vous ne pouvez pas le vendre. Ah, attention, là ici, cette adresse possède 95% de la supply, etc., etc. Et en général, ils vont scanner des parties de code qui sont très connus pour des scams, en fait, à proprement parler, parce que souvent, c'est des copier-coller, la plupart du temps. Et donc, rapidement, même si vous n'avez pas de connaissances en programmation, en lisant les smart contracts, bah, vous pourrez être en mesure de cerner si ce projet-là, finalement, ça peut être un scam ou non. Ça ne veut pas dire que même si le projet va être noté 0 sur 100 sur l'analyse qui va vous être donnée, que forcément ce sera un scam. Et donc pareil, si vous avez un projet qui est à 100% valide, ça ne veut pas dire non plus que ça ne sera pas un scam. Voilà. C'est juste l'objectif, comme à chaque fois, de vous permettre de pointer du doigt des schémas, des patterns et peut-être des risques que vous n'auriez pas pu identifier autrement. Ouais, je sais pas si tu vois l'écran que je compte partager. Si, on voit. Ok, donc un des sites que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est DeFi, alors de.fi, et notamment la partie scanner, qui est assez intéressante, où on peut rentrer alors soit le nom du projet, soit le nom du token, mais le mieux pour être sûr qu'on tape bien qu'on analyse vraiment ce qu'on veut, c'est l'adresse du contrat. Donc par exemple, on peut aller chercher sur CoinMarketCap, je vais y arriver, un projet. On va essayer de prendre un projet un peu pas forcément connu, type Memecoin pour voir. Je sais pas, si tu vois quelque chose qui t'intéresse. Bon, prends n'importe lequel, c'est juste pour montrer un exemple, de toute façon. Ouais. Ouais, celui-là, je sais pas, Memecoin que je connais pas du tout. On peut aller chercher l'adresse du contrat. On va aller sur Solana, on va voir si ça marche. Donc on peut copier comme ça sur CoinMarketCap les adresses de contrat. Et Solana n'est pas supporté. Ok, donc on va aller chercher quelque chose sur Ethereum. Parce qu'en fait, j'aimerais bien trouver un exemple où on va avoir des vulnérabilités, mais bon, sinon, c'est pas grave. On va prendre... Est-ce que Floki est sur Ethereum? Oui. Donc là, on a Floki, bon, qui est quand même un projet assez connu dans le domaine des memecoins. Et là, on n'a pas forcément de flag, mais en fait, on va pouvoir comme ça rentrer sur la partie scanner le contrat de déploiement du token. Bon, il faut que la blockchain soit supportée. Ethereum, c'est sûr. Et après, ils vont analyser le code du token et nous montrer s'il y a des points d'attention. Donc là, il n'y en a pas qui ressortent, mais il y a faites très attention en rouge, des points de vigilance en orange et des points en vert, plutôt de points à relever dans tous les cas. Mais sur certains memecoins, donc là, on peut avoir des frais de transfert où on nous dise que le contrat peut être modifié pour augmenter jusqu'à 100% les frais de transfert. C'est potentiellement un non-pot. Il y a des problèmes sur la fonction pour récupérer les fonds. Donc, des fois, ce n'est même pas possible au niveau du contrat de récupérer les fonds. On peut avoir des parties du code qui peuvent être modifiées pour bloquer tout partie de la supply, pour empêcher les retraits, pour augmenter les frais. Donc, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être détectées. Et donc, comme ça, c'est pour les gens comme moi, au final, qui ne sont pas forcément développeurs, qui ne connaissent pas ligne par ligne ce que ça veut dire le code. C'est une des possibilités pour scanner le code du contrat du token et déjà se faire une idée de si c'est judicieux de trader, de connecter, d'acheter ce token ou pas. Et donc, voilà, ça, c'est une des plateformes qui permet de le faire. Et ils ont aussi la partie Shield qui permet de révoquer des permissions et, ou des autorisations qu'on a accordées sur notre wallet. Si on connecte notre wallet ici sur cette partie Shield, on peut regarder ce qu'on a autorisé, s'il y a un risque ou pas, et potentiellement révoquer la transaction. Donc, c'est un des outils qu'on a. Et après, je vais arrêter le partage. Normalement, c'est bon. Il y a la possibilité, moi j'avais fait le test sur ChatGPT, la version 4, GPT-4,
lui donner le code du contrat. Par exemple, sur Etherscan, on peut aller chercher les codes de contrat et lui demander s'il voit des vulnérabilités. Donc, je pense que c'est pas non plus sûr à 100%, mais c'est juste essayer de rassembler plusieurs sources pour savoir si, tout en ne sachant pas lire le code, savoir s'il y a un problème ou pas. Après, il y a la crédibilité du token, les développeurs, faire peut-être une petite analyse fondamentale derrière aussi, mais sur la partie technique, il y a de.fi qu'on vient de voir. Il y a ceux qui ont ChatGPT, peut-être la version 3.5, elle permet de le faire, analyser des parties de code et lui poser la question. Je te donne ce code, est-ce que tu vois un problème? Est-ce que tu penses qu'il pourrait se passer ça? Je pense que c'est pas infaillible à 100%, même j'en suis sûr. Mais encore une fois, ça permet de se faire une petite idée de si c'est judicieux d'utiliser ce contrat ou pas, quoi. Et puis il y a Franck qui dit, tu as déjà fait une vidéo sur Scam Sniffer. En effet, il y a pas mal de vidéos que j'ai faites sur YouTube pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est des outils qui vont analyser le smart contract et qui vont vous dire, voilà, attention, un point de vigilance là-dessus. Là, il y a une vulnérabilité qui est critique et tout. Vous avez même aussi la possibilité d'aller sur des sites qui vont aller analyser, par exemple, les... comment ça s'appelle ? Qui va aller analyser la tokenomics de certains projets, qui va analyser même le fondement du smart contract, certains outils de... Mince, comment ça s'appelle? Tu sais, les plateformes qui donnent des audits. Il y en a une qui est très connue en crypto. Certic. Certic, exactement. Voilà. Il y a des plateformes d'audit et des outils d'audit qui vont aller analyser certains projets crypto et qui vont dire, bah voilà, nous on l'a audité, ce projet-là, voilà les vulnérabilités qu'il a eues, ça c'est des vulnérabilités moyennes, ça c'est des vulnérabilités hautes, etc., etc. Même si vous tombez sur un projet qui a corriger le gros de ses vulnérabilités, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème ou qu'il ne pourra pas en avoir par la suite. Mais si vous avez un projet qui a été audité, par exemple, par Certic, vous pouvez télécharger même le document d'analyse. Peut-être tu peux montrer, Théo, comment ça se passe. Ouais. Et vous pouvez télécharger le document d'analyse et regarder là où il y a des vulnérabilités. Alors, des fois, c'est des langages un peu complexes, hein, mais si vous utilisez Scam Sniffer, si vous utilisez de.fi, que Théo vous a montré, si vous allez sur des outils comme Certic, qui vont vous donner des rapports et tout, voilà, vous pourrez mettre le doigt sur des points de vigilance et après déterminer si vous décidez d'investir sur ces projets ou non. Ah oui, il y a un autre point important aussi de Chris qui dit « Si un contrat est encore sous-utilisé, peut-on le révoquer ou pas A-t-on un risque de perte de fonds si on révoque un mauvais contrat ?» Alors, c'est vrai que le fait de révoquer les contrats, j'en ai pas forcément parlé, mais c'est un point super important. Vous avez des sites comme revoke.cash ou Unrect qui vous permettent de révoquer des contrats parce qu'en gros, si vous allez par exemple sur Uniswap ou si vous allez sur PancakeSwap ou si vous allez sur ce genre de plateforme et que vous effectuez un swap, hein, vous voulez échanger une crypto contre un autre, en général, au début, on va vous demander 2 transactions. La première qui peut demander un accès illimité à vos fonds. Vous pouvez faire un custom et donner un accès, par exemple, je sais pas, à une partie de vos fonds uniquement pour faire votre swap. Mais la plupart du temps, si vous ne faites pas attention, vous pouvez donner un accès illimité à vos fonds. Ça, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que la prochaine fois que vous voulez effectuer un swap, vous n'aurez qu'une transaction et validez pas deux. Donc, du coup, c'est plus rapide pour vous et ça coûte moins cher. L'inconvénient, c'est que si vous ne révoquez pas ce contrat, vous avez donné un accès illimité à vos fonds. Donc, si la plateforme se fait hacker, vous pouvez perdre finalement l'intégralité de l'argent, quand bien même cet argent-là serait sur Ledger. C'est pour ça que c'est important d'utiliser des outils comme Unrect, comme revoke.cash et de regarder les différents contrats et de les révoquer au fur et à mesure. C'est un peu plus long, ça vous coûtera un peu plus d'argent parce qu'à chaque fois, c'est une transaction que vous devez valider sur la blockchain, mais derrière, en séparant bien les wallets, en ayant par exemple des passphrases, etc., c'est ça qui va vous permettre in fine d'avoir un truc carré qui fonctionne bien et si demain la plateforme se fait hacker, vous serez protégé. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, Chris qui dit, par contre, donc, si le contrat est encore sous-utilisé, peut-on le révoquer ou pas? A-t-on un risque de perte de fonds si on révoque un mauvais contrat? Non, pas forcément. Après, ça dépend du contrat que tu parles. Mais si c'est un contrat, par exemple, si tu as utilisé Uniswap, PancakeSwap ou peu importe, un DEX, non, si tu révoques ce contrat, ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, tous les contrats que tu n'utilises pas ou qui sont, comme tu dis, sous-utilisés, c'est ça qui va te permettre de te protéger aussi d'une certaine manière. Donc, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Juste simplement, quand tu réutiliseras les applications que tu utilisais depuis le début, ça te demandera de réactiver de nouveau ce contrat. Donc, ça te fera en fait des frais de gaz à payer pour révoquer le contrat
Et si tu réutilises de nouveau cette plateforme plus tard, on te demandera de le réactiver. Donc, tu repaieras de nouveau des frais de gaz. Voilà. Mais c'est juste ça, c'est un peu de gestion, mais ça vaut le coup. Ouais, j'ai vu que tu as partagé l'écran, Théo. Ouais. Hop. Vas-y. C'est bon, on le voit. Nickel. Donc, Ouais, on peut on le aller voit, c'est bon. sur le site de Certic. Donc, il y a les projets qu'ils ont audités. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Sandbox. Donc, Certic, c'est, comme tu l'as dit, c'est le leader un petit peu, l'entreprise avec le gage de qualité. Comme tu l'as dit, c'est pas une assurance à 100% qu'il n'y a aucun problème sur le projet, mais c'est quand même un gage de qualité assez important. Et il faut une analyse disponible sur leur site. Donc là, Sandbox a une très bon score de sécurité où ils regardent les fondamentaux, les opérations, la gouvernance, le marché, la communauté, le code. Donc là, il y a quand même des scores assez même bon, plutôt très bons. Et après, il y a tout le détail sur le code, ce qu'ils ont trouvé. Donc, avec toujours les degrés d'importance. Donc, critical, ils n'ont rien trouvé. En majeur, bon, ils disent que c'est centralisé. Ils sont en train de travailler dessus. En médium, mineur et information. Donc, avec 3 qui ont été résolus sur la partie information. Donc, il y a toujours sur les audits le nombre de ce qu'ils ont trouvé et l'importance ou est-ce que c'est très grave ou est-ce que c'est mineur, est-ce que ça relève de l'information. Donc, il y a ce détail-là avec toutes les informations qu'ils ont pu avoir sur le projet, sur regarder ce qui se passe sur GitHub, si c'est actif, est-ce que les développeurs sont bien notés, sur les fondamentaux, est-ce qu'il y a du KYC, est-ce que la maturité du projet, depuis quand il a été lancé, les utilisateurs géographiques. Donc en plus, ça nous permet d'avoir des informations sur les projets assez intéressantes, assez détaillées. Vous voyez, on continue, hein, il y a pas mal, vraiment beaucoup d'infos sur voilà, où est située la liquidité. Donc c'est vraiment un rapport assez complet qui coûte assez cher à mener. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un projet avec un audit certi, qu'on puisse en plus aller regarder de manière ouverte, c'est un gage de qualité. Et c'est aussi voilà, souvent une volonté du projet d'être transparent. Et c'est aussi un avantage compétitif. Si le concurrent n'a pas le rapport certique en face, lui, il peut dire, regardez, au moins sur le code, on n'a pas trouvé de problème majeur. Donc, il peut toujours passer quelque chose, mais il y a beaucoup de projets, même je dirais la plupart des projets crypto, pour l'instant, ils ne sont pas encore audités sérieusement avec des vrais outils. Donc, c'est vrai que d'avoir des projets où on peut avoir cette vision, et en plus, c'est quand même assez visuel, c'est assez facile à comprendre sans avoir besoin de rentrer nous-mêmes dans le code et tout. Bon, c'est quand même intéressant à connaître pour aller voir si le projet qu'on a évalué, mais on a parlé de Certic, mais il y en a vraiment plein d'organismes qui font ce genre de choses. Et puis, c'est toujours plus ou moins les mêmes métriques, notamment au niveau du code. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est très important? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est très important? Donc voilà, ça nous donne aussi d'autres informations sur le projet dans lequel on investit à prendre en compte avec tout le reste, quoi. Et peut-être montre aussi, si tu peux, du coup, Scam Sniffer pour montrer rapidement, tu vois, quand tu prends le contrat, pour analyser un peu comme sur DE.fi, pour tous ceux qui ne savent pas trop comment ça marche, même si j'ai déjà fait un tuto. Alors, Scam Sniffer, c'est un outil qui va vous permettre, en fait, c'est un plugin. Alors, il y a Scam Sniffer, mais tu as l'autre outil, tu te souviens ce qu'on avait utilisé? C'est un outil, c'est. Mince, il faudrait que je le retrouve. Chercher à part. Parce que Scam Sniffer, en gros, si vous voulez, c'est un plugin que vous pourrez installer au-dessus de votre au-dessus de votre compte MetaMask, même si c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais Scam Sniffer, en gros, ça va vous permettre de mettre des mots sur la transaction que vous allez valider. Par exemple, si là, à un moment donné, on vous dit, tiens, vous allez réclamer un airdrop, vous pensez réclamer un airdrop, et au final, Scam Sniffer va venir scanner le contrat que vous allez valider, et il vous dit, bah non, en fait, tu vas pas recevoir de l'argent, on va te prendre, je sais pas, 10 000 USDC. Bon, bah tu dis, bah non, c'est pas ce que je voulais valider, du coup, tu vas pas valider la transaction. En fait, ça va mettre des mots sur les contrats qu'on valide, et ça peut éviter de tomber sur le scénario où, en se disant, bah tiens, j'ai validé je pensais récupérer un airdrop, et au final, bah, je me suis fait scammer et je me suis fait siphonner mon argent. Donc, n'hésitez pas à installer ce plugin. Moi, je l'utilise très régulièrement et ça fonctionne bien. Je vais prendre d'autres questions en attendant. N'hésitez pas à poser d'autres questions, hein, si vous en avez. Hein.
Alors, JF qui dit: «Admettons que je possède une clé privée sur MetaMask ou Rabi Wallet. Est-il possible que ces plateformes disparaissent définitivement? Que deviennent mes cryptos si ma clé privée ne sert plus, à entrer?» En fait, si tu veux, ces outils, par exemple, ta liste de 24 mots ou ta liste de 12 mots sur MetaMask, tu peux très bien décider de l'importer sur un autre portefeuille. Donc même si demain, je sais pas, il y a un problème avec MetaMask, que c'est plus utilisé, ou sur Rabi Wallet, c'est plus utilisé, ou même si Ledger, il y a un problème chez Ledger, la boîte fait faillite, peut-être que leur software sera plus mis à jour, mais tu pourras très bien réimporter tes listes de 24 mots, ta seed phrase, sur un autre portefeuille qui aura pris le dessus à ce moment-là et de récupérer l'accès à tes fonds, hein. C'est ça aussi l'avantage de la crypto.